Welcome back. Now we'll have Bienvenue our second panel. à nouveau. On aura maintenant le deuxième panel et ce sera introduit par Stella Unoha de l'Université de Toronto. Stella, à vous. Hey, thank you. Merci, Steve. Et encore une fois, bienvenue à nos trois prochains conférenciers. Le premier conférencier, c'est le Dr. Sarah Shuker, qui est une fellow postdoctorale en sciences politiques à l'Université de Waterloo, où elle utilise des méthodes empiriques pour faire de la recherche sur l'impact de sécurité des nouvelles technologies. Elle est une SSHRC 2020-2022, postdoctorale, une fellow, ainsi que étant le bénéficiaire récipiendaire pour le 2019-2020 Université Waterloo Postdoctoral Fellowship Trailblazer. Elle est la fondatrice de Glassbox, une firme d'impact social qui forme les gens à identifier comment les valeurs sont transmises dans des systèmes. Alors, son travail sur l'intelligence artificielle est très en demande au niveau gouvernemental. Son travail avec Glassbox a donné une invitation de son Excellence, la générale Julie Payette, à participer à la diplomatie scientifique comme membre de la délégation à la Lituanie et l'Estonie. Elle est aussi membre du Conseil du gouvernement du Canada sur l'intelligence artificielle comme membre du groupe de travail de conscientisation du public. Elle a été mandatée par Global Affairs Canada, Affaires Global Canada, pour faire de la recherche sur le genre, la cybersécurité canadienne. Elle a été publiée sur le portail des Nations Unies par le groupe des ICT dans le contexte de sécurité internationale. Son livre, Military Age, Miles in the US, Counterinsurgency and German Warfare, a été publié récemment avec Parker McClellan. Vous pouvez la suivre sur Twitter à Sarah Shuker. Notre deuxième conférencier est Donna Dupont, qui est fondatrice et chef de stratégie de design pour Purple Compass. Elle amène des capacités et des compétences sur 20 ans à travailler avec des leaders en sciences de santé, gestion d'urgence, politique publique, gestion militaire et planification publique. Elle a fait plusieurs activités de design et de planification pour le Collège des forces militaires canadiennes et les forces armées canadiennes pour répondre à des défis complexes d'aujourd'hui. Elle est intéressée par l'intersection entre l'adaptation de la changement climatique, réduire les risques de désastres et développement durable. Elle veut utiliser la planification stratégique et des méthodologies de design pour répondre à des dangers environnementaux, de la sécurité publique, la défense, la sécurité civile, la cybersécurité et un appui pour la sécurité dans les opérations à venir. Elle a plusieurs rôles seniors dans le ministère de Santé de l'Ontario et soins long terme en sciences de santé et en gestion d'urgence. Elle est récipiendaire de plusieurs prix au niveau provincial, fédéral pour ses accomplissements et ses relations interpersonnelles et ses capacités de planification stratégique. Elle a eu une maîtrise en design, planification stratégique et innovation en 2020 de OCAD University, maîtrise de santé et administration de santé de Ryerson University en 2005 et éducation continue avec Harvard University Humanitarian Academy. Elle est membre de l'Association des futuristes professionnels, une association internationale de gestion d'urgence, le réseau de risques canadien et advisory editorial members de Canadian Journal of Emergency Management. Et notre dernier conférencier, Merrick Shellis, qui a fini avec une maîtrise en génie, en innovation et intelligence artificielle de Czech Technical University et maintenant il étudie la politique technologique à Cambridge. Elle a été conseillée à des environnements, en consultant à des ministres des organisations de défense et plusieurs projets militaires comme développeur, notamment No Graphics Library. Alors, sans plus tarder, je cède la parole maintenant à Sarah et le plancher est à vous. Merci. Je vais mettre ma présentation à l'écran et
Tout va bien. Alors, merci pour votre introduction et aux panélistes aussi. C'est très intéressant. J'ai beaucoup appris et j'ai hâte d'entendre mes collègues. Alors, comme Stella a dit, je suis postdoc à l'Université de Waterloo où j'étudie et j'ai un intérêt en l'information militaire et je suis intéressé par la science de données, les données par accident. Comme quelqu'un qui étudie la sécurité, c'est impossible à ignorer pour les civils qui sont pris dans le conflit. Dans une explosion de travail universitaire, vraiment montre comment l'algorithme et l'intelligence artificielle peuvent perpétuer le biais contre les gens marginalisés. Dans plusieurs cas, c'est les femmes qui sont invisibles, qui sont sous-représentées dans le secteur technique, qui fait en sorte qu'ils soient victimes de biais d'algorithmes et de biais institutionnels basés sur le genre ou leur statut. L'hypervisibilité des hommes et des garçons ont un biais algorithmique qui fonctionne contre eux aussi. Alors, mes intérêts, c'était au niveau du terrorisme et la contre-insurgence. Mais quand on commence à étudier la guerre non alignée, c'est clair qu'on va étudier la reconnaissance, la surveillance d'intelligence, et c'est un chemin de recherche qui mène aux métadonnées et à l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous ramener à 2013, quand j'étais une étudiante du doctorat qui a trouvé les résultats d'une enquête du New York Times qui a révélé que les hommes d'âge militaire étaient exclus du compte de dommages collatéraux des drones américains. Et je comprends que le terme mâle d'âge militaire a causé de la consternation à cause de rapportages. Oui, les chercheurs reconnaissent que le terme n'est pas interchangeable avec combattant. Oui, c'est un identifiant militaire qui réfère de tous les hommes et garçons qui ont 16 ans jusqu'à ce qu'ils soient aînés. Les hommes d'âge militaire sont traités différemment des filles et des femmes. Et c'est important de comprendre les conséquences derrière ça parce que ces leçons nous disent beaucoup sur le potentiel de discrimination algorithmique dans les environnements militaires. J'étais incriminé parce que les démocraties libérales disent qu'ils sont qui portent les normes dans les normes de guerre. Alors, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'un groupe est exclu du dommage collatéral qui invalide le fait qu'on essaye, les libérales démocraties, de protéger les civils de la guerre. Alors, c'était surprenant de mon côté. Je ne pensais pas que ça avait des implications dans les métadonnées, dans les militaires et comment l'intégrité humaine faisait partie du succès ou des défaillances de l'intelligence artificielle. C'est une petite introduction, mais je pense que c'était nécessaire pour ce qu'on essaie de faire. Alors, il y a deux identités durant la guerre sous la loi internationale, et c'est le combattant et les non-combattants. Et c'est le premier principe de distinction. Alors, en pratique, ce n'est pas toujours le cas. J'ai entendu beaucoup de gens dire que les hommes d'âge militaire sont combattants et donc la désignation n'influence pas le positionnement. Certaines personnes disent que la religion et autre chose n'influence pas et c'est pas du tout vrai. Ça influence les gens sur le terrain au point où on a maintenant les gens dans l'armée qui disent qu'ils essayent de guider les soldats de ne pas utiliser ces attributs pour les opérations. Si vous demandez ce que ça veut dire, si quelqu'un est un combattant ou un mâle d'âge militaire, je pense qu'il y a 24 sous-critères qui, dans le protocole de Genève, et aussi un civil ou un non-combattant est défini par relation. Alors, si vous ne rentrez pas dans ces critères, vous êtes automatiquement un non-combattant. Je peux vous donner c'est un peu plus compliqué dans le cas des enfants. C'est le principe de distinction, en fait, principal. Alors, les Américains, malheureusement, sont très mauvais à compter les morts civiles et ils sous-comptent systématiquement. La dernière fois qu'il y a eu une révision systématique des morts à cause de frappes aériennes, c'était durant la guerre bosnienne. Alors, certaines personnes disent que les drones sont tellement mal calculés, sont tellement mal comptabilisés que
attaques de drones sont 35 fois plus dangereux que les frappes conventionnelles. D'autres chercheurs disputent ces faits pour des raisons méthodologiques, mais disent encore que la précision des drones a été exagérée. Et certains chercheurs vont aussi loin pour dire que les administrations américaines, c'est la précision relative des drones, c'est toujours appuyé sur une intuition ou une appréciation des capacités des drones uniques qui est une cible fixe avec des munitions, petites munitions guidées par laser, et ça était toujours pas, c'est pas toujours agencé avec les statistiques. Alors, quand j'ai vu que le même narratif a été répété pour l'autonomie des armes et le drone, c'est l'archétype des armes qui subissent une intégration de l'intelligence artificielle. L'idée que les systèmes autonomes seront de plus en plus humains, c'est même les narratifs qu'on mentionnait sur les drones post-11 septembre. Ça réduit les morts du côté des civils, mais c'est devenu très clair pour moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une bonne évaluation? Est-ce qu'on s'attend à ce que l'autonomie dans les systèmes vont réduire les morts civiles? La réponse était claire. On ne peut pas dire que les systèmes autonomes vont réduire les morts de civils si on ne sait pas comment identifier les civils. Si vous êtes chroniquement à mal calculer les civils basés sur les biais comme le genre et la religion, eh bien, l'intelligence artificielle ne corrigera pas ce problème. Maintenant, les Nations unies, 90 membres États, sont en désaccord avec le niveau de contrôle dans ces systèmes. L'idée, c'est que si les systèmes sont mal identifiés mal les humains, c'est un problème d'ordinateur. L'influence humaine dans ces discussions peut être séparée de la surveillance, et l'utilisation des paramètres devrait être décidée en utilisant un algorithme, mais ce sont des systèmes sociotechniques. Et comme tel, c'est souvent l'influence humaine qui peut être le problème. Je m'excuse, mais je dois avoir des définitions, c'est sûr. Alors, si vous avez fait de la recherche sur les systèmes d'armes autonomes, vous voyez la définition à l'écran. Pourquoi est-ce que les défenseurs des systèmes autonomes aiment ces systèmes? L'idée derrière un processus algorithme pour les décisions a de la potentiel de réduire la discrimination en forçant les décisions sur une fondation empirique et en formalisant les processus décisionnels. Ça veut dire que les biais individuels sont moins enclins à affecter les décisions. Alors, on voit ça comme étant plus moral, plus éthique que l'opérateur humain. Une décision algorithmique, c'est toujours statistique et donc une discrimination rationnelle. Et dans ce contexte, ça n'a pas les mêmes connotations négatives qu'on voit de manière populaire. On veut discriminer entre les civils qui sont combattants et non combattants pour ne pas cibler les civils. Le but de ça, c'est d'avoir une base rationnelle pour distinguer entre les individus et attribuer les individus les qualités de ceux qui sont similaires. Alors, quand on parle de discrimination algorithmique ou biais, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a une différence entre les normes sociales et les résultats statistiques de l'analytique, de l'intelligence artificielle. Quand on parle de discrimination, on parle de membres qui ont des catégories sociales ou identifiants qui mènent un traitement différentiel sur la base d'attributs au niveau de la race, l'origine nationale, la religion. Ces catégories peuvent aussi être des identifiants sensibles, et aussi dans les services militaires, l'appartenance politique, statut socio-économique et cas judiciaire. Alors, ce qui pourrait potentiellement qualifier comme de la justice algorithmique, c'est très contesté en soi, mais je dirais que au moins les gens qui sont similaires en termes de caractéristiques non protégées devraient avoir des prédictions similaires, et les différences aussi de prédictions entre les groupes devraient être seulement aussi larges que la différence entre leurs caractéristiques non prévisibles. Alors, je vais aussi contester la définition de SHAR parce que, comme tout système technologique qui utilise des processus
autonomes. Les armes autonomes ont beaucoup d'humains qui sont responsables pour le développement des machines et on a utilisé le travail fantôme pour décrire ce genre de travail. Les critères qui devraient informer qui n'est pas un combattant devraient être décidés par les humains d'abord et l'analyse militaire qui utilise le genre et la race au lieu d'autres critères. Et je vais vous donner quelques exemples. Alors, il y a certains individus qui font de la contre-insurgence et vous voyez ici que la géographie était interprétée à travers dans les opérations militaires. On parle de connaissance situationnelle que la technologie peut nous aider à éviter la guerre. Le problème, c'est qu'on a codifié la cible et alors, des fois, des bâtiments, mais dans ce cas, les civils, en utilisant des critères à l'extérieur de la loi internationale. Alors, la façon qu'on interprète ça, le AI ne pourra pas nous protéger. Et les gens qui sont identifiés comme insurgents par leur signature, et quand on parle de signature ici, c'est une attaque spécifique. C'est souvent pas du combat. Alors, c'est une attaque chirurgique où c'est préemptif, où on étudie le comportement des gens pour prédire s'ils vont faire de la violence. Et c'est une attaque déterminée parce qu'on connaît la personne, mais au niveau d'une attaque chirurgicale, on n'est pas obligé d'utiliser le nom. On ne connaît pas le nom de l'identité de la personne spécifiquement, mais il faut déterminer qu'ils vont faire un genre, quelque chose au niveau combat. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, faire du combat? Comment est-ce qu'on détermine quel genre de comportements sont indicateurs ou prédictifs de violence? Alors, les attaques signatures peuvent être préemptifs sous cette définition. Alors, ce que j'ai découvert à travers ma recherche, c'est qu'être un groupe d'hommes à l'extérieur, juste être à l'extérieur en public ensemble, peut être vu comme étant dangereux. C'est comme ça qu'on cible les obsèques ou les mariages et où les jeunes femmes et filles sont présentes. C'est seulement des hommes et des adolescents qui sont présents. Alors, voici mon café, je m'excuse. Il n'y a rien qui a tombé. J'ai juste frappé le verre. Je n'ai pas paniqué. Alors, diapo numéro 6. Je peux donner ces exemples aussi et je ne les lirai pas mot pour mot, mais j'encouragerais à penser à ces termes comme mal d'âge militaire, comme une fonction de désignation verbale. C'est séparation sociale, surveillance verbale, technologique qui nous dit qu'on va affronter nos jours, qui est suspect et avoir une langue commune pour identifier les risques, les gens qui sont à risquer. Alors, si vous êtes membre du Drone Crew, vous êtes un analyste géospatial, image vidéo, vous êtes supposé de regarder la vidéo et vous devez comprendre les informations et utiliser votre formation. Alors, j'ai mentionné que j'étais intéressé qu'on connecte tout ça à un biais algorithmique et ça peut entrer dans le pipeline technologique. C'est comme ça que ça arrive. L'intelligence artificielle qui serait impliquée dans le cycle de ciblage, on devrait avoir une classification algorithmique. Je vous donne un exemple de comment le biais peut entrer dans le système d'intelligence artificielle qui est relié. Alors, premièrement, quand je vais vous parler d'algorithme de classification, pour ceux qui ne connaissent pas, alors, l'algorithme de classification utilise souvent une forme d'apprentissage machine où on forme un modèle algorithmique. C'est un texte ou une base de données, c'est une analogie qui forme avec les analystes humains qui entrent les données manuellement pour former l'algorithme à identifier des choses similaires durant les tests et durant l'utilisation concrète. Alors, les critères vont informer qui n'est pas un combattant. Ça doit être décidé d'abord par les humains
Et les données de formation peuvent être une façon d'introduire le biais dans le processus. Et pour ça, le modèle garbage in, garbage out a été populaire dans les sciences de données. Alors, un algorithme supervisé est seulement aussi bon que les données qu'on lui donne. Alors, j'ai vu de la recherche publiée de l'armée américaine où les auteurs vont utiliser de la modélisation pour voir les effets potentiels d'action Blue Force non cinétique sur les croyances et les intérêts de la population civile. Alors, comme première étape de ce processus, la population dans le secteur d'intérêt est divisée sur des lignes socio-démographiques pertinentes. Et ce cas-ci, les auteurs du modèle géographique culturel disent que l'homme d'âge militaire était quelqu'un qui croit que le gouvernement me doit un travail, doit m'honorer et me donner du pouvoir et que la violence est acceptable. Alors, c'est un exemple, mais c'est la topologie illustrative de comment on passe aux statistiques qui sont immunisées de la vie sociale, quand la raison qu'on a les statistiques, c'est d'informer des politiques basées sur les données de l'intervention dans la vie sociale. Alors, je vais aussi mettre en lumière une autre question morale ici sur la question de collecte de données et l'idée que les technologies de surveillance peuvent améliorer la protection. Alors, si vous êtes humanitaire et vous croyez que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour le bien, ce que ça veut dire, c'est que ça encadre les collectes de données sans le consentement de ceux qui sont des données et qui était central à l'ordre international et qui ça amène une tension pour ceux qui croient en la vie privée et la vie privée des données et processus de loi. Alors, c'est quelque chose qu'on ne doit pas ignorer, associer les normes démocratiques avec une transnationalité de la surveillance et dans des communautés qui sont dans le conflit violent. OK. Alors, c'est aussi pourquoi je n'aime pas la terminologie killer robot. Les robots tueurs, ça cache le facteur humain, le travail humain qui fait en sorte que ces technologies fonctionnent. Et les dernières réunions des Nations unies ont mis l'accent sur réinsérer un contrôle humain dans les systèmes autonomes d'armes. Et la majorité des membres États ont dit que les systèmes autonomes vont demander beaucoup de travail humain avec les machines. Alors, la composante missile sur l'aspect de tuer des armes autonomes, parfois cache comment on utilise les métadonnées pour sélectionner les cibles. Et le déploiement de missiles est une composante dans un large réseau de bureaucratie qui utilise les métadonnées pour gérer des populations étrangères pour poursuivre nos objectifs militaires. Alors, je vais laisser cela et je vais prendre vos questions. Merci. Merci, Sarah, pour la présentation. Et maintenant, on va y aller avec Donna, quand vous êtes prête. Hopefully you can see my screen. Vous pouvez voir mon écran, j'espère. Great, so thank you very much. OK, alors merci pour l'introduction et pour l'occasion de participer. Je suis heureuse d'être ici. Je vais aussi remercier Archipelago Design pour leur nomination. Alors, ma présentation est sur le changement de paradigme et c'est vraiment mettre l'accent sur l'intercomplexité, les systèmes interconnectés, l'intersectionnalité des systèmes et le risque. Alors, on voit ça avec la pandémie aujourd'hui. Cette présentation va mettre en lumière les éléments de recherche qui font partie de ma thèse ça s'appelle Anticipation en gestion d'urgence, changer de réponse à crise à bâtir de la résilience future. C'est dans le cadre de ma thèse universitaire. Il y a une pleine analyse dans mon rapport. Alors, ce projet de recherche veut vraiment
explorer ce concept d'un besoin d'un changement de paradigme évolutionnaire, de gérer des désastres à gérer des risques actuels et des risques à venir et bâtir de la résilience dans nos systèmes. Alors, ce sont des cibles pour l'agenda 2030. Alors, ce projet de recherche met vraiment l'accent sur comprendre le paradigme actuel dans la gestion d'urgence et comment on peut appuyer le paradigme de résilience avec des nouvelles capacités, des nouveaux outils pour l'avenir. Alors, juste pour avoir un peu de contexte, on vit dans un monde très dynamique, très complexe. Comme vous pouvez voir dans ce diagramme du World Economic Forum, du Forum économique mondial, le rapport 2020, c'est pas une pensée linéaire. C'est un système très complexe où il y a beaucoup d'interdépendances et de connexions transversales et transsectionnelles et ces genres d'environnement dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et dans une fréquence augmentée de désastres et d'urgences, ça a créé vraiment ce besoin à répondre aux urgences et aux dangers avec pas beaucoup d'occasions de reprise avant la prochaine urgence. Alors, cette tendance à long terme crée des défis pour pouvoir maintenir un développement durable pour l'avenir. Alors, ce projet, c'est un survol de ma méthodologie, mais c'est un projet de recherche avec 33 participants dans les réponses d'urgence et les réponses militaires d'urgence. Et cette recherche a été collectée en mai et juin de 2020 durant la première vague de la pandémie. Pour plusieurs participants dans cette étude répondaient à la COVID-19 et la démographique inclut 2 tiers du Canada, 1 tiers internationalement et 50-50 entre les femmes et les hommes presque, avec plus de 70% des participants avec beaucoup d'expérience sur le terrain et à travers plusieurs secteurs dans gestion d'urgence et différents secteurs d'intérêt. Alors, les données collectées par cette étude ont été encodées de différentes façons. Une méthode a été le codage in vivo pour vraiment comprendre la perspective de gestion d'urgence et pour élever la voix de la profession. Une autre méthode étant le codage versus qui met en lumière les conflits dans le système et la valeur de ça pour nos données. Et des méthodes additionnelles de codage, comme les codages de valeurs ou de narratifs, ont été utilisés pour nous aider à explorer la partie interne cognitive du paradigme et de comprendre certaines de ses perspectives. Alors, en termes du paradigme actuel, une gestion d'urgence, cette diapo nous montre un survol de ce qu'on a trouvé. Alors, le paradigme suit vraiment cette méthodologie qui s'appelle une analyse à travers 4 dimensions, une analyse par couche. La partie externe du paradigme qui regarde la litanie ou les problèmes à la surface, les questions aiguës qu'on voit, les urgences qui doivent être réglées rapidement. Et en dessous de ça, il y a les systèmes et les structures qui sont en place pour appuyer cette réponse. Et en bas de ça, les 2 éléments en dessous mettent l'accent sur les aspects internes du paradigme, spécifiquement le modèle mental, notre vision du monde et comment on comprend les choses, comment on comprend le risque, comment on comprend notre rôle dans le paradigme et le narratif vraiment plus profond qui identifie vraiment et met en lumière les intentions et les capacités de ceux qui travaillent en gestion d'urgence. Alors, comme vous pouvez voir, de ça, l'aspect interne, c'est juste cette partie cognitive du paradigme. C'est cette partie cognitive, cette narratif profond, cette perspective, cette vision du monde qui est le moteur de structure et règlement du système. Alors, cette analyse regarde vraiment les 2 côtés, l'externe et l'interne. En termes de certaines anomalies qu'on voit
dans la partie externe de ce système, il y a 4 archétypes qui font partie de notre analyse des différents conflits. Et c'est important de comprendre ce genre d'anomalie dans un paradigme parce qu'ils mettent en lumière les occasions de sortir de ces systèmes, de ces barrages dans le système et pouvoir évoluer la structure à un nouveau paradigme. Alors, un survol de ça incluant changer la responsabilité, l'imputabilité qui parle vraiment de la partie litanique du paradigme et cette tension entre répondre à une urgence aiguë par opposition aux solutions fondamentales à long terme pour les vulnérabilités chroniques dans le système. Le deuxième point, on parle vraiment des modèles mentaux, comment on perçoit le risque et notre méthodologie qui est reliée à ça. Donc, ça souligne les opportunités afin d'évoluer, de faire progresser notre façon de voir le risque, afin d'avoir une vision participative du risque, plus holistique et pour pouvoir considérer le tout dans notre méthodologie. Troisièmement, on va un peu plus en profondeur dans le système et ça considère spécifiquement les éléments dans la gestion, dans les institutions, dans la gestion de différentes structures. Donc, et ça, c'est important parce que vous voulez vous assurer que la croissance, l'investissement de toute forme de ressources garde le rythme avec le système plus vaste, avec les demandes plus vastes qui sont placées sur le système. Cet archétype en particulier parle de certains des défis pour faire en sorte que le rythme du changement associé au changement climatique comme un moteur principal et d'autres types de moteurs également. Les questions émergentes dans un système et le besoin d'investissement. Et donc, très certainement, ça a trait à certaines ressources de gestion et les ressources d'aide mutuelle, les forces armées, etc., par exemple, pour booster les opérations aux besoins. Et cela devient un élément très important en vue de l'avenir, surtout lorsqu'on sait que l'environnement est en train de changer. Il y a plus de demandes externellement. Et donc, on va mettre plus de demandes sur le système. Et au final, dernier élément du système, on regarde vraiment l'archétype. Voyez-vous, on parle des commons, c'est-à-dire du point de vue des communautés, c'est la commune, si vous voulez, pour les citoyens. Et on reconnaît vraiment comment les environnements évoluent. Les risques environnementaux évoluent, les paysages également, et la vulnérabilité sociale également, et d'autres types de vulnérabilité également. Cela doit être abordé au niveau local, au niveau fondamental pour pouvoir enrichir le paradigme de la résilience. L'important, c'est de comprendre les besoins et le rapport va dans le détail, relativement à ces archétypes. Le but est de comprendre également dans quelle mesure on peut sortir de ces défis dans un système et à quel moment, quel pivot on peut s'attaquer vers un modèle de résilience. On a demandé également aux différents gestionnaires d'urgence comment ils perçoivent les choses, étant donné qu'il y a un paysage particulier ici. Quelles étaient leurs impressions en vue de l'avenir? Ils ont décrit un élément narratif, quelque chose qui est très turbulent, avec des changements systémiques continus, des sources d'instabilité, ce qui mène au chaos. Et donc, ce type de description de l'avenir résonne réellement avec la théorie de la période post-normale, si vous voulez. C'est très pertinent comme théorie. C'est cette période intermédiaire où les anciennes orthodoxies meurent, de nouvelles orthodoxies sont en train de naître. Et on est pris entre les deux parce qu'il y a des choses qui ne font aucun sens. Des fois, dans ce monde, on est pris dans cette période de transition. C'est vraiment très important pour nous de pouvoir être en mesure d'identifier une vision pour s'en aller vers l'avenir. Donc, on parle de durabilité, d'éléments régénératifs pour pouvoir agir maintenant afin de réaliser cette vision vers l'avenir. Il fait partie du post-normal times, les temps
post-normaux, il y a des contradictions, par exemple, qui mènent à des turbulences accrues et ces turbulences peuvent alors devenir chaotiques sur certains champs. Alors, il y a différents niveaux d'incertitude, donc, et nous explorons cela avec les participants. Et donc, l'incertitude est une composante importante à explorer dans tout système et dans un paradigme. Dans ce cas-ci, dans l'exemple que nous avons ici pour cette recherche, on voulait vraiment explorer certains niveaux d'incertitude que l'on apporte vers l'avenir. Et on ne s'y attaque pas, donc ça fait partie de notre réalité, alors qu'on s'en va vers l'avenir. Et donc, le premier élément, c'est ce que nous appelons l'éléphant noir dans la salle, si vous voulez, l'incertitude, n'est-ce pas, de surface. Des choses dont on ne veut pas parler, et ce sont des éléments très importants de pivot. Alors, les incertitudes, les éléments d'incertitude que l'on a identifiés ici à ce niveau aussi en particulier, mais on met vraiment l'accent sur les dynamiques de pouvoir et de contrôle. On met l'accent sur les thèmes qui doivent être traités autour du rétablissement, les inégalités qui existent, le racisme systémique, les vulnérabilités accrues qui s'y rattachent, etc. Et donc les approches sensibles au genre et les patrons comportementaux qui existent de l'aide coloniaux dans les structures. L'autre élément ici, c'est ce qu'on appelle les inconnus, ce qu'on appelle les signes noirs. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ce type d'inconnu, là, un scénario inconnu ou une image de l'avenir inconnu. Bon. Mais ce que cela souligne pour nous, dans ce processus de recherche, ce projet, c'était surtout autour des opportunités non imaginées. Il y a deux côtés, deux versants à ce modèle. Alors, on regarde souvent du côté des signes noirs, comme des menaces et des risques dans ce cas particulier. On a parlé de beaucoup de choses qui vont au-delà de notre vision du monde actuel, où il y a des choses qui s'alignent sur peut-être une vision de la résilience future, ou ce sont des opportunités auxquelles on aurait pu imaginer ça. Donc, il y a une opportunité d'exploration de nouveaux modèles également qui doivent être considérés, pensés pour voir cette possibilité, elle ressemblerait à quoi éventuellement. Dernier élément, les inconnus. Et c'est là où l'on est actuellement. Les participants dans cette étude ont identifié une pandémie comme étant un inconnu, n'est-ce pas? Et donc, on voit que c'est comme les méduses noires qui existent dans le système, des risques de maladies infectieuses, c'est là dans le système. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce type de situation? Il y a des escalations rapides qui peuvent causer du feedback qui mène à l'instabilité. Et donc, pour ce type d'événement qui crée beaucoup d'incertitudes profondes, il y a un besoin de comprendre la complexité des systèmes, les risques en cascade et anticiper possiblement, les problèmes qui peuvent éventuellement survenir en aval. Quelques éléments associés à cela pour équilibrer le tout. Voilà. Pour pouvoir nous déplacer vers un paradigme transformatif ou transformé, on doit comprendre certaines anomalies ici dans le paradigme. Il existe certaines incertitudes que l'on apporte avec nous vers l'avenir. Et donc, certains éléments narratifs relativement à un paradigme transformé sont identifiés ici. On commence à partir du bas. On passe vraiment d'une approche guerrier à peut-être quelque chose qui a trait à la vulnérabilité du système qui est guéri. On change l'archétype ici, de quelque chose de plus maternel et moins masculin, si vous voulez. On regarde comment la perspective sur le monde va changer. Comment est-ce que l'on peut devenir plus holistique, plus participatif et pouvoir en quelque sorte saisir des choses qui vont au-delà de notre paradigme de gestion d'urgence. Cela amène également à savoir comment on restructure nos systèmes pour vraiment permettre un écosystème de partenariat où l'on n'est pas en silo, où on est en mesure d'échanger des connaissances et d'apprendre et d'évoluer pour le court terme et le long terme. L'objectif, c'est l'équilibre, l'harmonie, ce qui mène à l'avenir. Donc, le but, c'est de pouvoir le faire de façon inclusive, proactive, en s'attaquant aux vulnérabilités chroniques du système. Et donc, en améliorant la résilience et l'agilité. Pour pouvoir vraiment changer un paradigme de là où nous sommes aujourd'hui, pour aller vers un paradigme transformé,
il faut vraiment s'attaquer à deux dimensions différentes. D'abord, il faut passer d'une approche paternaliste, du haut vers le bas, et avoir un gouvernement plus participatif, du bas vers le haut, pour habiliter les éléments, les intervenants au niveau local. Désolé. Et donc, dans l'autre dimension, on va vraiment considérer les choses du point de vue culturel. Et donc, on va passer du modèle traditionnel, on met l'accent sur le pouvoir, pour le contrôle, alors que là, on parle d'empowerment, d'habiliter les gens à retrouver leur pouvoir ou à avoir du pouvoir, encourager la participation locale de façon systémique. Donc, lorsqu'il y a des défis auxquels on fait face qui sont fort complexes. Et je parlais également d'un changement archétypal. On met beaucoup l'accent dans la gestion des urgences sur le côté de gestion de la crise. Voici la défense civile, commande, contrôle, mais pas tant du point de vue de la gestion de risque et bâtir des résiliences. Non, il y a une opportunité ici à transférer les connaissances, gestion de crise pour aider le côté gestion de risque et bâtir la résilience. Dans le cycle, n'est-ce pas, de résilience, il y a une opportunité réelle ici, des opportunités pour améliorer la protection des civils. Et on va considérer, par exemple, comment on peut collaborer vers l'habilitation pour avoir plus de pouvoir et de stabilité dans le système. C'est l'empowerment. Et là, c'est là où la gestion de l'urgence entre en jeu. Les choses évoluent au niveau local lorsqu'on parle de résilience, de l'opportunité, n'est-ce pas? Et pour le growing edge, comme on dit, c'est la capacité pour faire des ponts au niveau systémique. On passe de la gestion à la stratégie. On organise des agences vers l'avenir, on met l'accent sur les probabilités, euh, l'anticipation. Mais là, on passe à vraiment bien comprendre le système du point de vue holistique. Et on met l'accent sur une expansion de comment on anticipe les choses. Donc, on passe d'une prévisibilité et de la prévision à l'anticipation pour les urgences et faire des ponts entre la pensée stratégique et différentes formes de sagesse pour pouvoir générer vraiment une stratégie adaptative qui fait la promotion de l'harmonie, de l'équilibre en vue de l'avenir. Donc, vraiment, on passe de la gestion de façon contingente en vue de l'avenir, ce genre d'approche. On passe à un modèle qui explore réellement le paysage qui change, ce qui est plausible, ce qui est possible, les possibilités, l'avenir, etc., pour vraiment permettre aux opportunités d'être reconceptualisées, changement, investissement, innovation, etc. Et on continue à l'avenir. Donc, pour résumer le tout et pour clore ma présentation, vraiment, il y a une opportunité ici au niveau de la sécurité publique et la défense pour présenter de nouvelles compétences. L'opportunité est là pour pouvoir créer quelque chose de dynamique, quelque chose de très complexe. Il y a des environnements qui changent, qui sont complexes, et il y a plusieurs données, plusieurs éléments qui sont impliqués dans cette complexité. Et donc, pour vraiment mettre l'accent sur les opportunités, le concept du point de vue centrique, humain, il faut comprendre les choses du point de vue systémique, stratégique, considérer le tout en vue de l'avenir et avoir une perspective qui anticipe les choses. Qu'est-ce qui change dans l'environnement? Remarquer ça et comment il faut anticiper les choses, il faut être agile et s'adapter en vue de l'avenir. Ces conversations peuvent prendre cours, peuvent avoir cours de plusieurs façons. D'abord, on va commencer avec plus de présence, considérer le système et vraiment comprendre le tout du point de vue holistique et regarder les choses en considérant le risque, la vulnérabilité, en effet cascade, et on s'en va vers une perspective à court terme où l'on va considérer les éléments participatifs, les capacités d'adaptation en vue d'émergence, d'urgence, pardon, et de perturbation. Et l'autre élément, troisièmement, de la transformation des modèles. Réimaginer les modèles, savoir comment on doit agir différemment à l'avenir pour s'assurer que l'on puisse bien fonctionner dans un environnement. Et voilà, c'est ce qui met fin à ma présentation. Merci beaucoup et j'ai très hâte d'avoir une discussion avec vous après. Merci beaucoup, Dana. Et ça, c'était vraiment une présentation très intéressante. Et maintenant, on aimerait continuer, donner la parole à Marek. Quand tu seras prêt, Marek. Merci beaucoup. Si je peux donc partager mon écran.
J'espère que je pourrai le faire. Bon, bonjour à tous. Je suis très, très heureux d'être ici, très honoré d'être là. C'est un événement fort prestigieux et le projet est là. Il est extraordinaire, je pense. La vitesse à laquelle on se développe, c'est incroyable. On est là après 1 an et demi, je pense, de- c'est un projet pratique. Et donc, on travaille là-dessus. On parle de l'assistant de triage numérique, le Digital Triage Assistant, le DTA, et c'est en train de se matérialiser devant nous, littéralement. Et personnellement, je trouve que ça, c'est vraiment très enthousiasmant. Et on arrive ici avec, on était il y a 1 an et demi avec rien du tout, on avait table rase, et maintenant, on a un prototype. On est parti de rien et on est en train de faire des tests en Tchécoslovaquie, la République tchèque. Bientôt, si le COVID le permet, on va faire ça bientôt. Alors, l'assistant de triage numérique, ça veut dire ce que ça veut dire. Comme le nom l'indique, c'est un système d'assistants pour faire le tri, classifier les pertes humaines lors d'une guerre, par exemple. Et on a une collaboration transatlantique. Durant 1 an et demi, on a connu une belle croissance. On a vu une mentalité de start-up pour le démarrage. C'est incroyable pour ce genre de projet militaire. On a des gens à bord qui sont impliqués de 4 universités maintenant, Johns Hopkins, pardon, aux États-Unis, l'Université tchèque, Czech Technical University, DevSec également. Actuellement, je suis à l'Université de Cambridge, mais j'ai des liens avec mon université. Puis, comme je disais, il y a l'armée tchèque qui est mise à contribution. Il y a donc, c'est le moyeu d'innovation ou le Innovation Hub DevSec également qui participe. Et donc, voilà. Et Still également. Et donc, d'abord, on va vous donner une idée de pourquoi nous sommes ici. Qu'est-ce qu'on essaie de résoudre? Comme vous l'avez vu, j'en suis certain, vous êtes au courant de ça. Le front change. La guerre change beaucoup durant une décennie. Et donc, les champs de bataille changent. Voyez-vous, voilà un champ de bataille à gauche traditionnel où on a deux armées qui s'affrontent. Des forces conventionnelles qui s'affrontent. C'est la guerre dans un lieu isolé. Malheureusement, ce que l'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a l'image de la droite, ici à droite, ce qu'on appelle la guerre hybride, selon certains. Essentiellement, les engagements se rapprochent vers des centres de population, vers les civils. Et donc, ce qui est de plus en plus courant, ce sont les morts de civils, beaucoup de morts, et c'est un problème sur les mécanismes de triage actuels, les systèmes au niveau militaire de triage. Là. Et donc, ça vous montre un petit peu les cracks du système, les lacunes, parce que il y a des situations traditionnelles auxquelles on est habitué par rapport au triage, mais le triage, ce modèle-là de triage n'est plus adéquat pour ces situations. Comment améliorer les choses et s'adapter aux nouvelles réalités de la guerre moderne? C'était la question posée et nous sommes arrivés à créer quelque chose que vous connaissez peut-être. Si vous avez vu des films de science-fiction ou si vous jouez à des jeux vidéo, c'est pas révolutionnaire comme concept à avoir, mais c'est ce qu'on verrait dans ces jeux vidéo, par exemple. C'est une réalité augmentée ou presque. C'est un survol du champ de bataille avec les combattants qui sont catégorisés selon le statut de triage. Et les services médicaux ou d'infirmiers déterminent la catégorisation. Qui a besoin de plus de soins? C'est un triage. Hein? On a besoin de quoi pour qui et quoi comme soins. Voilà ce que font les infirmiers. Ça peut se faire en temps réel. Ça semble de la science-fiction, mais on a commencé à penser à ça. On a besoin de faire quoi pour que ceci devienne une réalité? Et donc, c'est ce que l'on fait. Bon, on a besoin de quoi ici? On a besoin de beaucoup de choses ici.
Voilà une photo qui nous a été donnée par l'histoire des forces armées. Alors, on voit quoi? Il y a plusieurs armées qui pensent à ceci, en fait. C'est formidable, mais vous devez combiner pour cela beaucoup d'aires complexes d'expertise pour faire en sorte que cela fonctionne bien et efficacement pour que ce soit pratique dans l'application pour l'armée, l'architecture de système, cybersécurité, gestion de pouvoir, etc. Architecture OS, Open System, système ouvert, facteur humain, ce genre de considération, le data management, gestion de données, etc. On est en train de développer tout cela en vue du système d'assistant de triage numérique. En comparaison avec les processus de triage plus courants que vous connaissez, qui sont très linéaires. On s'occupe de l'information, on calcule les chiffres, les statistiques, et tout passe par une sorte de boulot. Et on a cette approche donc pour concevoir l'assistant de triage numérique. Bon, d'accord. On recueille les données sur la santé sociale de la société et donc on fait tout live en direct et puis on calcule par la suite le score MLS sur la probabilité de mortalité, un pointage, un état en mesure, et à partir de là, cette information, on la donne à l'infirmier actif dans une situation donnée pour guider cette personne, pour que les infirmiers sachent qui traiter en premier, pour qu'on puisse les localiser, etc. De plus, on informe les parties prenantes. Et donc, on prend la même information, améliorée par de la nouvelle information provenant des infirmiers, et on remonte le long de l'armée, la structure, vers la chaîne de commandement. Et c'est unique. Ici, on veut utiliser l'apprentissage machine, l'information artificielle, pour calculer les résultats obtenus et améliorer le facteur de prévisibilité. Et pour être plus précis en matière de prévisibilité, on veut apprendre des données aussi en termes de résultats pour être de plus en plus précis à l'avenir, ce qui, bien sûr, est très enthousiasmant également. Alors, nous avons ici 3 étapes de la capacité de triage que nous développons. Premièrement, déjà fait, c'est la numérisation des algorithmes de triage qui existent actuellement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise les données live exclusivement à partir du point de blessure, si vous voulez, pour faire le triage. Et c'est catégorisé selon des algorithmes de triage qui existent, où il y a des barèmes très bien définis avec différents niveaux de gravité, ce qui sert de ligne de base. Finalement, deuxième étape, c'est que nous allons mettre en œuvre un modèle de régression polynomiale ou linéaire. C'est actuellement en train d'être développé. On utilise une analyse univariable, composée d'univariables, univariate analysis, et donc avec cette information, on peut vraiment considérer les différents individus. Et troisième point, nous aimerions, comme je l'ai dit plus tôt, faire un triage d'intelligence artificielle en utilisant des ensembles de données. De réels ensembles de données, c'est ce dont nous avons besoin, parce que lorsque vous avez des ensembles de données qui viennent de l'académie, c'est-à-dire du monde académique, c'est trop propre. Nous voulons donc que notre approche soit fonctionnelle dans le monde réel. Mais le vrai monde n'est jamais parfaitement pur ou parfait. Et ça nous prend des données brutes qui proviennent des zones de combat. Et donc, parlons un peu des produits au niveau minimal. On a pensé à plusieurs modes pour nos produits, en fait, plusieurs appareils. Un produit offline, sans réseau. Hors ligne, ça peut être une montre, mais c'est un appareil, une montre qui a ses propres piles, avec un micro-ordinateur qui ne géolocalise pas un soldat par radiation. Donc, un petit affichage
en surface. C'est important parce que cet affichage peut donner de l'information à l'infirmier relativement au type de traitement dont un blessé a besoin. Dépendamment de la situation, les choses peuvent être différentes. On peut utiliser différents rétroéclairages ou éclairages pour ne pas constituer un risque pour la personne qui porte la montre. Donc, encore une fois, il y a que ce soit durable, que ça ne triangule pas la position du soldat, etc., et que ce soit facile d'utilisation. Un deuxième élément auquel on pense, le deuxième type d'opération que nous avons ici pour ce genre d'appareil, c'est qu'on utilise un réseau de données. Pour les opérations militaires, c'est peut-être pas formidable. Le GSM, en fait, on va utiliser la mise en œuvre de réseau, mais le système GSM peut être utile pour les opérations civiles, par exemple. Donc, un réseau GSM peut être utile en ce sens, lors d'accidents civils, avec des civils, bon, etc. Donc, dans ce cas-là, l'infirmier peut voir l'affichage directement, dont on a parlé, et on peut voir également que ça peut être un centre de commandement qui contrôle tout sur une carte. Pour la sécurité du soldat, c'est une exigence. Il y a plusieurs exigences. Ça, c'est une des premières exigences, la sécurité. On ne veut pas révéler la position du soldat et on veut savoir aussi que... Ah oui, je veux vous montrer quelque chose, une petite démo du projet. J'aimerais vous dire que ce n'est pas une vidéo, c'est une simulation. On simule l'utilisation de la montre d'un soldat. C'est sur un serveur de l'université. C'est le niveau le plus réel auquel on a pu arriver. Et donc, on a 3 sources ici qui conduisent, si vous voulez, dans une situation donnée en République tchèque. Et donc, il y a un sentier et à un moment donné, on va faire quoi? On va s'engager. La première voiture ou le premier véhicule est assailli et le conducteur sera blessé. Donc, le MLS est changé, mis à jour, et vous voyez ici les soldats à gauche, à vue de vol d'oiseau, et donc alors, un impact donc pour le soldat également aussi. Alors, un soldat sort l'autre soldat blessé de la voiture, etc., l'accompagne. On peut manipuler les visualisations afin de changer également le statut ou le type de carte afin... Bon, on a une vision par satellite et comme on peut le voir, ici, les soldats changent leur position pour engager l'ennemi, etc., pour mieux s'occuper de la situation. Les soldats sont peut-être blessés, comme on peut le voir ici. Vous voyez leur statut qui change et... Ouais, donc on a un autre soldat blessé. Et là, un peu plus tard, les soldats se regroupent, ils reviennent à leur véhicule et on évacue dans la situation. Donc voilà, on est là actuellement et vous pouvez déjà voir que c'est très solide. C'est déjà un produit minimalement solide sur lequel on peut travailler. Et ce que l'on veut mettre en œuvre davantage, c'est une hiérarchie peut-être, ou ce qu'on appelle un grouping, là, pour pouvoir mieux s'orienter dans une situation où vous avez une implication de plus que 9 soldats, des centaines peut-être. Mais la fonctionnalité de base est déjà là, ce qui est le plus important et le plus enthousiasmant pour moi. Donc, pour revenir à l'élément conclusif, nous avons également les premières options portables, c'est quoi? Bon, on a une technologie existante, c'est une technologie qui existe, et donc on a cartographié le tout, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité, c'est que c'est une montre intelligente avec des éléments tactiques, donc ça peut être utilisé. Un autre élément que l'on teste maintenant, grâce à la faculté d'ingénierie biomédicale à Prague, c'est FlexiGuard, c'est une solution du département d'information et de communication technologique de FBME à l'université CTU de Prague.
l'idée de savoir comment mettre des vestes par balle avec tout ça. Bon, on espère qu'on va être financé pour mieux développer ce genre de prototype. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, donc voilà, l'autre étape immédiate, c'est d'inclure les éléments portables. Donc, j'ai montré ça par vidéo. Et on veut développer le modèle MLS pour faire le décompte avec des fonctionnalités additionnelles. Bon, le centre de commandement dont j'ai parlé. Et finalement, l'an prochain, on pourra faire des tests sur le terrain avec ces montres pour enregistrer des vraies données avec l'élément check, là, avec l'armée check, pardon. Je suis très fier de faire partie de l'équipe. En conclusion, on a 10 personnes ici des deux côtés de l'Atlantique, de l'Université Johns Hopkins, l'Université technique tchèque, l'UTC, DevSec Innovation Hub, CTU, l'Université le département de la Défense, etc. Donc, voilà, les consultants. Et on a eu des beaux résultats. Je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité de faire la présentation de ce projet et je serai encore plus de répondre à vos questions si vous en avez. Formidable. Alors, voilà, vraiment, c'était là une présentation fort intéressante. Le sujet est très différent de ce dont on vous a parlé ce matin. Une conversation très intéressante entre les trois. De fait, alors, le premier, le danger lié à l'IA, l'autre formidable IA, et finalement, entre les deux, il faut tout repenser. Une combinaison de sujets là, qui sont entrelacés, là. Des recherches qui se font écho et se répondent mutuellement. Quelques questions ici, mais si les participants, vous avez des questions pour l'un et l'autre, allez-y. Vous pouvez vous engager dans ce type de conversation entre panélistes aussi si vous le souhaitez. Voilà. Alors, Sarah, la question pour vous, est-ce qu'on peut avoir jamais une intelligence artificielle éthique? Parce que le problème de discrimination est un élément impossible. Si l'adversaire sait qu'il y a un espace d'intelligence artificielle, il fera de son mieux pour ne pas avoir ces attributs-là. Donc, on parle de tirer, là, les tirs et l'application de femmes. Bon, il y a des gens qui utilisent des enfants ou des gens très courts qui ont l'air d'enfants ou même des enfants soldats. À cause du problème de la distinction, ça semble être un problème impossible. Certaines des choses que vous avez mentionnées sont déjà arrivées. Alors, l'identifiant inclut des mineurs de 16 ans et plus. Dans la pratique, on a ciblé des enfants parce que c'est très difficile à déterminer l'âge, voyez-vous, en utilisant un drone, grâce à un moniteur de drone. Et donc, j'ai fait des entrevues avec des individus qui sont impliqués dans des comptes d'insurgents. On se pose la question, comment savoir si quelqu'un est d'âge approprié? Donc, il y a des cas d'insurrection, de rébellion, etc. Donc, il y avait plusieurs individus qui ont dit quelque chose relativement ça. C'est-à-dire que dans l'espace de bataille, on va supposer qu'ils sont assez vieux, assez âgés. Il y a une mauvaise anthropologie qui utilise les stéréotypes culturels. Et donc, un commandant a dit à un pilote de drone que dans leur culture, si vous avez l'âge de requis, si vous avez l'âge de la majorité, vous quittez la sphère privée des femmes et des enfants et vous devez rentrer la sphère publique. Et vous devenez membre des hommes, du clan des hommes. Donc, ce n'est pas tout à fait précis comme description relativement à cette collection diversifiée de communautés, etc., surtout au Moyen-Orient, par exemple, en Asie centrale. Et donc, voyez-vous, le droit international, bon, en fait, on se pose la question, mais pour certaines personnes, 14 ans, ça dépend d'un sous-groupe ou pas, mais le droit international a une interprétation stricte pour déterminer qui compte comme combattant. Mais donc, je ne suis pas certaine si on peut vraiment
Il y a le droit international, mais je ne pense pas qu'on peut atteindre un niveau où on peut inclure l'IA dans le ciblage. Et cela est lié en partie au fait que même s'il y a beaucoup d'accent que l'on met sur la protection des civils, à partir, bon, dans les pays dits libéraux, démocratiques, il y a la protection des troupes et protection de, bon, toutes les anciennes conversations qui ont lieu, même à l'extérieur du FDR. Et donc, en ce qui a trait à la validation de qui est un civil ou pas, les gens en entrevue ont dit on ne fait pas confiance aux sources locales. Donc, on n'inclut pas les sources locales lorsqu'il s'agit de compter les nombres, le nombre de décès, s'ils étaient des vrais combattants, des civils ou pas. Bon. Et donc, il y avait d'autres problèmes également. Et donc, ce qui incluait, par exemple, si on allait devenir plus précis en ce qui a trait à pouvoir identifier qui est ou qui n'est pas un civil. Est-ce qu'on est prêt à abandonner des termes comme voyez-vous, le Vietnam, on a le military age male, qui fait partie de la contre-insurrection pour les États qui ont beaucoup de ressources par opposition aux États qui ont moins de ressources, des anciennes colonies en général. C'est la raison pour laquelle on a ces identifiants, les identifiers, parce que les rebelles ne s'identifient pas, soit verbalement ou même en portant des uniformes. Et donc, moi, je n'ai pas confiance nécessairement en l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le ciblage. Là. Spécifiquement, je ne dis pas qu'il n'y a pas de rôle à jouer pour l'intelligence artificielle dans l'armée en général. Non, mais pour le ciblage, je suis sceptique. Mais bien sûr, je serai la première personne à dire que oui, on peut utiliser l'intelligence artificielle si on peut vraiment démontrer qu'on peut réduire le nombre de décès parmi les civils. Merci. Donna, j'ai trouvé votre présentation très intéressante parce que je pense que vous essayez de sortir les gens de leur zone de confort et voir le monde différemment. Et je pense que je suis peut-être trop affecté par le premier panel, mais ma première réponse à votre nouvelle métaphore, c'était par genre. Et je me demande s'il y a un équilibre. Je comprends que la société est dominée par les mâles et les différentes façons de penser à ça, mais aux guerriers, mais si on tourne ça à l'envers et on parle de ceux qui soignent les autres, ceux qui s'occupent des autres comme étant peut-être une désignation problématique. Comment est-ce que vous voyez ça? C'est une bonne question. L'utilisation de l'archétype du guerrier dans le modèle actuel est un modèle différent, où c'était vraiment le modèle de soins qui était vraiment à regarder ça du côté du narratif qu'on utilise sur l'harmonie autour de la stabilité et le développement durable et la viabilité. Alors, quand on regarde ces narratifs et ce récit, cette histoire de ce qu'on veut faire pour l'avenir, c'est pas typiquement associé avec l'archétype du guerrier. C'est différent archétype. Alors, c'est un peu une nouvelle conversation. Et donc, j'ai vu de la littérature additionnelle au niveau mondial, au niveau global, qui parle du paradigme féministe dans la gestion urgence et de quoi ça a l'air. C'est plus holistique, c'est plus collaboratif, c'est plus inclusif. Alors, je pense qu'il y a une occasion d'avoir une harmonie entre les deux côtés du cycle de gestion. La réponse de crise, c'est très masculin par la nature même de paramilitaire et ex-militaire et la nature de ce type d'activité. Mais quand on regarde en termes de ce qu'on veut faire à long terme, harmonie, viabilité, développement durable, c'est des valeurs très différentes pour nos principes pour la suite des choses. Alors, il faut penser à quelles sont ces nouvelles capacités, ces nouvelles archétypes. C'est un archétype, c'est une façon seulement de montrer la différence entre les deux paradigmes. Mais je pense qu'il y a définitivement une occasion de continuer cette conversation pour la suite des choses, pour l'avenir, et de trouver un équilibre entre les deux. Et je pense que c'est ça l'idée entre le cycle de gestion d'urgence, c'est qu'il devrait y avoir un équilibre de deux côtés où on peut apprendre ce qu'on a appris durant la gestion de crise et
comprendre où les vulnérabilités se trouvent et pouvoir transférer ces connaissances de manière à vraiment regarder le système à long terme en termes de guérir et aller vers la résilience et la viabilité, le développement durable et changer les structures si nécessaire et les cultures si nécessaire pour être plus inclusif, plus participatif et habilitant dans les facettes du système. Quelque chose qui est différent de votre approche que celle des autres. Je peux comprendre pourquoi les politiciens porteraient attention à leur point de vue, une technologie qui leur permet de faire un meilleur et mieux pour sauver des vies, mais critiquer la technologie qui peut-être avoir une connotation négative aussi. Alors, comment est-ce que vous proposez avoir l'adhésion des villes, des provinces, des pays pour qu'ils changent leur approche? Je comprends que vous menez une organisation de consultation, de consultants. Alors, quel est le processus? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous dites aux politiciens pour changer leur pensée là-dessus? C'est vraiment centré sur le leadership adaptif et c'est vraiment comprendre l'environnement changeant et comment on doit ajuster et adapter parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on utilise des données du passé, basées sur le passé, et on est vraiment dans une mentalité prédictive. C'est un changement de paradigme. C'est pas facile parce qu'on demande à des organisations d'augmenter leur anticipation, leur compréhension du futur et pas seulement le regarder de manière prédictive parce que ça aide, mais c'est une manière limitée de comprendre la complexité du système, mais de comprendre au niveau émergence et occasion, pas juste des perturbations de la technologie, mais de l'innovation aussi. Et ça génère beaucoup de travail et de pensée anticipative. Comment est-ce qu'on innove? Comment est-ce qu'on s'adapte en sachant qu'on est dans un environnement changeant? Mais c'est un changement de mentalité, changement de paradigme, changement de capacité, de connaissances, et c'est lent. Il faut peut-être appliquer plus de pression dans le système pour intervenir avant de voir beaucoup de design et de méthodologie et de planification pour l'avenir. C'est que je me demande, les politiciens ne sont pas payés, ils ne sont pas appréciés pour leur prévention. C'est plus pour leur réponse après. Alors, il y a plein de choses qu'on a vues dans la dernière année. À chaque mois, on voit en fait une nouvelle occasion de prévenir des problèmes et d'agir de manière proactive. Il y a 3 semaines, les indicateurs de l'eau usée à Ottawa augmentaient et ce serait peut-être le temps de réagir et commencer à faire quelque chose pour ça, mais c'est pas ça que les politiciens font. La réponse, c'est réactif au lieu de proactif, proactif au lieu de fermer les choses au lieu de les ouvrir. Alors, je me demande si on peut faire en sorte que les politiciens puissent comprendre que la résilience peut être bénéfique politiquement pour eux. J'espère que oui. J'espère vraiment que oui. Je sais qu'il y a du bon travail de fait mondialement, surtout avec l'initiative de résilience où ils essayent de d'avoir une pensée vraiment centrée sur l'avenir et où on veut aller et penser à où on doit innover et quelle partie du système est vulnérable et où ils doivent investir pour pouvoir innover. J'ai espoir que pour la suite des choses, il y a cet appétit. But it's how do we move forward, adapt and transform, recognizing that we're in a changing environment. Comment on s'adapte et qu'on se transforme et reconnaissant qu'on est dans un environnement changeant. Et le défi que vous avez mentionné, parce que c'est très difficile, parce que quand tout va bien, c'est difficile d'être motivé d'entreprendre ces projets parce que tout va bien, mais quand la crise arrive, on est tellement centré sur les enjeux, les problèmes, qu'on n'a pas le temps de penser à autre chose. Alors, où est-ce qu'on trouve le temps et l'espace et comment on se positionne dans l'arène politique pour dire non, c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir et aller au-delà de juste gérer les crises seulement, mais y penser à long terme plutôt et comment on peut
bâtir. Et peut-être que ça va prendre quelques crises additionnelles, peut-être beaucoup plus de dangers, de mobilisation des gens à cause de ça. Et on veut réparer les vulnérabilités, les inégalités. Et c'est peut-être ce genre de narratif qui pourrait peut-être ouvrir le dialogue. OK, c'est apprécié. Alors, Merrick, j'ai trouvé ta présentation vraiment incroyable. La vidéo était une bonne illustration et cette analogie, c'est digne de la science-fiction. Qu'est-ce qu'on pense, comment on va savoir comment les gens sont en danger? Alors, wow, on est dans le 21e siècle, c'est merveilleux. Alors, je pense que pour moi, la grande question, c'est, je pense que vous avez déjà considéré ça, mais il y a tellement d'occasions pour cette technologie. Je ne peux pas m'arrêter de penser que les histoires dans les nouvelles sur les soldats qui faisaient de l'exercice, leur Fitbit disait à l'adversaire où ils se trouvaient, où se trouvait leur base. Alors, je ne peux pas imaginer une force militaire serait heureuse de ces informations qui peuvent être utilisées par l'ennemi. Est-ce que vous voyez beaucoup d'appui pour une version déconnectée, une version déconnectée de l'Internet? Est-ce que ça peut seulement être utilisé pour les civils, les Fitbits qui sont connectés à Internet ou d'autres répondants pour répondre à la question de Donna? Si vous êtes sur le terrain de combat ailleurs, quelle est la réponse militaire là-dessus? Oui, alors c'est définitivement quelque chose que l'on considère et peut-être un point où j'aurais peut-être dû parler de ça un peu plus dans la présentation, mais c'est exactement la raison pourquoi on fait les deux modes d'opération pour l'appareil. Ou le feedback qu'on a reçu, c'est que si on est des médics, on a cette information rapide et sans avoir à calculer tout ça au niveau des morts et de la mortalité, ça réduit déjà le processus de calcul et ça, à quelle vitesse ça. Alors, c'est très important. Et aussi, la fonction réseau est très dépendante du type de situation que les soldats dans lesquels ils se trouvent. Alors, basé sur l'expérience, l'information, par exemple, où ils ont trouvé des emplacements secrets à cause de ça, et normalement, ce serait utilisé dans les situations de combat. Et donc, la valeur de l'information serait assez sensible dans le temps. Et bien sûr, le type de technologie affecte vraiment le niveau de détection qui est nécessaire pour ce type de communication, que ce type de communication serait prône à ça. Alors, on travaille avec une version à basse bande passante et en espérant que avec ce type de détermination de situation et ce genre de choses peut être utilisé dans une situation de combat aussi, surtout si on considère les contre-insurgences comme étant connectées à ça. Alors, le gros problème, c'est que l'être humain, c'est toujours le problème avec l'intelligence artificielle, c'est l'erreur humaine. Et donc, avec les obliger à le porter, je pense qu'il faut bâtir des applis ou d'autres fonctionnalités pour que les soldats puissent garder ça, parce que je vais mettre ça dans mon pack-sac parce que je ne veux pas le mettre sur mon bras, c'est pas confortable, ça n'a pas l'air cool. On a des gens maintenant qui ne portent pas des masques et ne veulent pas avoir de vaccin et ne croient pas à la science. Alors, c'est pas moi qui va être affecté. Pourquoi
Est-ce que vous avez trouvé des façons de contrecarrer les humains qui ne veulent pas suivre les directives? Ben, c'est très loin dans le projet. Alors, premièrement, on veut avoir quelque chose qui fonctionne et ensuite penser à comment on réussit à avoir l'adhésion de l'utilisateur. C'est un peu comme le vaccin. Premièrement, il faut savoir que le vaccin fonctionne. Ensuite, on peut penser à comment convaincre les gens de le prendre. Et c'est un problème assez important aussi. Alors, on est déjà en discussion avec l'armée tchèque et on a eu du très bon feedback constructif sur comment intégrer ça dans l'uniforme des soldats. Ça ne peut pas être très lourd. Quelques grammes fait beaucoup de différence quand on marche des longs kilomètres. Et il faut que ça puisse fonctionner avec l'équipement physiquement. Alors, il y a deux façons. Un, vous avez déjà parlé de ça, lui donner des fonctionnalités que les soldats veulent utiliser. Et dans ce cas, ce serait difficile dans le sens que chaque soldat est différent et différentes fonctionnalités pourraient les intéresser. Et l'approche qu'on a maintenant, c'est de faire en sorte que ce soit aussi confortable que possible et l'intégrer dans les normes et que ce soit facile à intégrer dans l'uniforme. Alors, pour que comme soldat, on ne le reconnaît pas nécessairement. Comme médic, on peut l'utiliser, on peut faire ça facilement et comme soldat, on ne pense même pas à avoir ces choses-là. Merci beaucoup. Alors, Sarah, quand on pense à l'utilisation de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de... Peut-être que, encore une fois, quand on parle de la guerre conventionnelle, peut-être que ça fait plus de sens ou peut-être que quand on parle d'un avenir avec des drones ce serait peut-être une façon que la technologie de l'intelligence artificielle aurait du sens, c'est de séparer différents théâtres de combat où on peut utiliser l'intelligence artificielle comme quelque chose qui peut nous aider à cibler et si ça ne fonctionne pas, on peut le fermer. Oui, c'est intéressant. Le narratif, il y a eu un peu un changement de narratif spécifiquement, au Canada aussi, mais mon focus, c'est surtout sur les États-Unis parce que c'est eux la force technologique derrière l'adoption de l'intelligence artificielle dans le militaire, mais post-11 septembre, on voit cette grosse incursion de ces technologies. La raison pourquoi on a investissement dans les drones, c'est à cause de la guerre asymétrique et de l'environnement urbain. Et maintenant, bien sûr, on revient à compétition des pairs et la Chine est grosse là-dedans. Et maintenant, les intelligences artificielles, c'est une fonctionnalité de la guerre conventionnelle et d'État en État, contre État. Et alors, la révolution dans les affaires militaires et développer ces systèmes de systèmes et la promesse de l'innovation technologique depuis avant la guerre froide même. Et donc, le gouvernement canadien, par exemple, est fort sécurisé, engagé la publication D&D, Défense nationale, parle exclusivement du système de système, l'approche systémique. Alors, je pense qu'il y a un moteur idéologique derrière l'adoption technologique indépendamment de l'adversaire. Et ce sera toujours comme ça. Et pour plus de technologie, c'est une bonne idée, selon eux. Et je pense que avec les munitions guidées par laser, et c'est difficile à dire que la technologie de guerre n'a pas été bénéfique, que ce soit en défense balistique ou mon secteur de recherche, c'est dans la guerre asymétrique parce que ça a été le plus... c'est les caractéristiques de la plupart des guerres dans lesquelles on se trouve, c'est pas toujours l'emphase dans les publications, dans le journalisme et dans les nouvelles, mais généralement, c'est défini par l'asymétrie et contre généralement des mouvements rebelles et insurgents. Et
Donc, j'ai jamais vraiment cherché le cycle de ciblage tel que relié à la Chine et la Russie. C'est généralement les méchants quand on parle d'intelligence artificielle et combat conventionnel. Et je je pense que je suis plus intéressé à cause de l'enjeu que l'on regarde, c'est la discrimination algorithmique. Généralement, ma recherche a été autour de l'environnement urbain où c'est déjà difficile de distinguer les civils des combattants. Je pense que c'est ça la préoccupation et pas nécessairement les combattants versus les combattants, où le caractère moral de cette guerre est un peu moins préoccupant pour la personne moyenne. Donc, je ne peux pas dire que j'ai fait beaucoup de recherches sur l'intelligence artificielle, la compétition de pair en pair, la compétition entre conventionnelle, mais j'ai vu un peu de changement de narratif dans les dernières années et j'aurais aimé répondre à votre question avec plus de données, mais je ne veux pas spéculer sans avoir accès aux chiffres. Une partie de ça, c'est vraiment de regarder l'avenir et d'essayer de prédire et de regarder l'autonomie qui existe dans nos systèmes. Aussi, c'est un peu compliqué de dire, de parler de ce qui compte comme autonomie parce qu'il n'y a pas de consensus sur quand la technologie est vraiment autonome. Et alors, jusqu'à maintenant, j'ai regardé ISR dans la relation avec des adversaires qui ont moins de ressources et de la violence politique organisée. Et c'est intéressant, ce que vous voyez, c'est que la démocratie du monde veut éviter les coûts politiques de la guerre et ils aiment investir en technologie parce que dépenser de l'argent, ça coûte pas autant que dépenser de vie. Alors, on préfère des solutions technologiques à nos problèmes. Alors, votre conversation, ça tourne autour de les conflits contre les insurgents. Alors, avoir de l'intelligence, c'est difficile. Le choix facile, c'est d'utiliser la technologie. Si on peut avoir une technologie viable au lieu d'essayer de dépenser de l'argent pour essayer de voir ce qui se passe en Afghanistan. Alors, bâtissons donc de meilleurs drones et appuyons-nous sur la technologie de guerre. C'est la guerre à l'américaine et nos alliés, Canada et d'autres, se sont joints. Et ce sera le problème qui perdure. As you discussed, it's garbage in, garbage out. Comme vous avez dit, garbage in, garbage out. All kinds of medical things in North America work. Et donc, c'est difficile de faire fonctionner plusieurs choses en Amérique du Nord, nos scanners, que ça fonctionne, et prendre des photos, identifier les gens de couleur. Et alors, ça peut pas, on peut pas imaginer comment ils peuvent discriminer entre les combattants et les non-combattants. They take pictures of guns, Yeah, and I mean, I think prendre des photos de fusils. Alors, une place comme l'Afghanistan où avoir un fusil, c'est un des plus hauts dans le monde et est utilisé pour les non-combattants. Avoir des armes, c'est pas une mesure suffisante pour déterminer si quelqu'un est combattant ou pas. Certains villages sont hautement armés parce qu'ils veulent se défendre contre les talibans et ils semblent être des alliés naturels. Et donc, il y a une perception que l'intelligence artificielle va réduire l'empreinte humaine dans la guerre et certainement un des avantages des drones ou n'importe quelle sorte de système normal, c'est qu'on enlève nos soldats du terrain de combat et on augmente la protection. Et c'est peut-être, ça n'aide pas probablement que les programmes comme Army Trade System ont des résultats très mixtes en termes de l'intelligence humaine qui a été collectée, qui crée probablement davantage d'adoption de l'intelligence artificielle. Et donc, quand on pense à qui doit piloter un drone, un Reaper ou drones that don't even have a missile attached to the body of the frame. These are huge, extensive crews, often rely on private. C'est plusieurs personnes qui s'appuient sur les contracteurs militaires,
est-ce que l'empreinte humaine est réduite ou devient invisible? Alors, dans ce sens, on peut créer l'environnement, cette guerre persistante à l'extérieur de la condamnation publique dans plusieurs cas parce qu'on ne voit pas toujours les morts sur le terrain. On n'a pas CNN qui a des journalistes en Afghanistan qui essayent de avoir ces histoires et ces contenus. Et donc, je dirais que je répondrais contre l'idée que l'intelligence artificielle réduit l'empreinte. Est-ce que c'est plus facile? Who are honest or, willing to, let's just say the people that tend to hate computers the most Les seem gens to be qui the ones. détestent les ordinateurs le plus sont ceux qui sont responsables de leur conceptualisation, leur conception, leur design. Et donc, je ne sais pas si c'est plus facile, vraiment, pour un développeur de logiciel. Mais peut-être pour que ceux qui font la politique, bon, les coûts, etc., ça peut être quelque chose de vraiment évitant. Je pourrais vous parler pendant des heures sur chacun de ces sujets. C'est fascinant. J'apprécie vraiment le fait que vous avez pris du temps de votre horaire peu chargé. Merci pour votre expertise et la recherche. Je veux remercier tous les gens qui ont participé à cet événement Capstone, Zone, Stella, etc. J'ai présenté tout le monde, les panélistes plutôt, Donna, Sarah, la présentation, etc. Et aux partenaires qui ont, comme je l'ai dit plus tôt, j'aurais aimé qu'on puisse se réunir plus tôt. J'aurais aimé qu'on ait pu souper ensemble. Et on essaiera de le faire éventuellement. Donc, lorsqu'on pourra faire ça, bon, j'espère que... Donc, avant de conclure, j'aimerais remercier Stéphanie Plante et Mme Jennings pour avoir organisé tout cet événement. Merci beaucoup pour le financement de l'événement aussi. J'aimerais remercier nos étudiants qui ont fait tout le travail pour rendre cet événement possible. Et on aura, pas la cassette, là, mais bon, on se vieillit. J'aurai l'enregistrement sur YouTube la semaine prochaine. Cherchez sur YouTube le RCDS et donc cet événement sera disponible sur YouTube. Vous pourrez revoir tout ça. Et donc, alors, bien sûr, on aura des bourses d'excellente. Et donc, on veut que les gens au bac, les étudiants au bac puissent également participer. On a le site web également, rcds.com, Twitter également. On est là sur Twitter. Et mercredi également, notre épisode qui s'en viennent de Battle. Et donc, merci beaucoup pour vos présentations formidables. C'était très, très, très intéressant. Et on a beaucoup de choses à penser et toutes les métaphores, etc. Merci pour avoir façonné notre imagination. Merci à tout le monde. Sarah, Donna, Marek, Stella.